Donc, me préparer psychologiquement à marcher sur un chemin de Compostelle. Comme vous voyez, c'est une photo du Québec en automne. Donc, c'est ici qu'on se prépare psychologiquement à partir. Puis, se préparer physiquement, ça aide à la psyché, à ce qu'on a entre les deux oreilles pour être capable justement de nourrir cette préparation. Il y a deux objectifs à cette partie, la deuxième partie de la soirée. C'est d'une part de pouvoir préciser vos dispositions sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan spirituel. On va voir tantôt au regard de l'importance de la notion de sens qu'on donne à l'expérience. Et le deuxième objectif, c'est vraiment de s'outiller pour composer psychologiquement avec les épreuves. Ben oui, on les annonce. Pour ceux qui ne sont jamais allés sur Compostelle, il y a effectivement des épreuves. Vous en avez probablement entendu parler. Mais lorsqu'on envisage, qu'on sait qu'on va faire face à des épreuves, raison de plus pour pouvoir justement faire le tour de son jardin avant de partir, pour être capable de mettre dans son coffre d'outils qui est soi-même les prédispositions qui vont nous aider à composer avec ces épreuves-là, et aussi de voir à ce que les bénéfices qu'on est susceptible d'en retirer, on puisse en retirer au max. Parce qu'il y a là aussi un tas d'opportunités de pouvoir bénéficier de cette grande expérience de vie. Donc, j'ai ajouté 4 photos, 4 diapos de ce que je présente habituellement pour nous mettre dans le contexte. Je pense envisager la perspective de Compostelle, ce n'est pas d'être désincarné. On vit une situation historique présentement qui s'appelle une pandémie et c'est important de circonscrire ce que représente ce contexte-là dans ses grandes caractéristiques. Et aussi de voir, parce que je pense que la COVID nous a amené à nous interroger sur ce qui était important pour nous dans la vie, donc de circonscrire un peu ce que représente l'essence de l'expérience. Donc, un contexte de contrainte majeure de la COVID-19. D'une part, ça chamboule notre mode de vie et nos projets. Ça provoque pour ceux et celles qui ont un crayon et un papier présentement, je vous invite à la flexibilité et à la légèreté parce qu'à la toute fin, vous avez une diapo qui comporte tous les éléments de contenu. Vous n'aurez rien qu'à faire une capture d'écran. Et si vous ne savez pas comment faire une capture d'écran, on pourra peut-être vous le dire dans la période de questions. Je remettrai cette page-là, puis vous pourrez procéder. Sinon, on pourra vous l'envoyer par courriel. Donc, ça provoque une profonde incertitude et plus encore. Et à cet égard, je vous invite à lire le dernier livre, l'avant-dernier livre de Frédéric Lenoir, Vivre dans un monde imprévisible. Il l'a écrit spécifiquement en lien à notre rapport à la COVID et surtout à ce que cette COVID nous amène comme questionnement et dans la déstabilisation dans laquelle on est, tant par rapport à la réalité actuelle que par rapport à la projection qu'on se fait du futur. C'est aussi, ça nous confronte également dans nos capacités d'adaptation. Ça invite à convenir de ses priorités. Je pense que la COVID nous interpelle à savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Et ça offre des opportunités de créer, d'innover et de faire des apprentissages. Or, quand j'ai circonscrit ces éléments de contexte relatifs aux contraintes de la COVID-19, je me suis rendu en fait, j'ai pensé à la fameuse, au symbole chinois qui considère la crise comme étant des opportunités. Et avec le dernier libellé qui est là, offre des opportunités de créer. Je me suis dit, où se situent les 5 premières caractéristiques, les 4 premières caractéristiques que je viens de nommer au regard de l'expérience du chemin. Or, si on change le titre de cet acétate, un contexte d'opportunité, un chemin de Compostelle, vous avez les mêmes caractéristiques, si ce n'est j'ai enlevé le projet, mais sinon, on se rend compte
que le contexte de contrainte majeure qui est la COVID se caractérise par les mêmes voyons, excusez, par les mêmes caractéristiques que le chemin de Compostelle. Donc, on est dans la COVID dans un contexte d'opportunité. C'est une épreuve majeure, mais c'est un contexte d'opportunité pour être capable de travailler exactement les mêmes affaires auxquelles le chemin de Compostelle nous convie. Donc, avant même de partir, de par le fait qu'on est dans un contexte de pandémie, on est encore plus confronté à devoir être attentif à ce qui caractérise l'expérience du chemin de Compostelle. J'ai essayé de circonscrire, parce qu'on sait tous, même pour ceux qui ne sont pas encore partis pour une première fois, vous n'avez entendu parler, l'expérience de Compostelle, c'est une expérience fondamentalement singulière. Elle est propre à chacun. Personne ne fait le même chemin. Puis là, on ne parle pas de distance ou de lieu en termes de type de chemin. On parle de son expérience en dedans de soi, en rapport à soi et en rapport aux autres. Et je me rendais compte qu'il y avait 3 caractéristiques qui unissaient tout le monde dans leur singularité, qui est le fait que l'expérience, elle est unique, elle est intense, qu'on la vive positivement ou négativement, et elle est mémorable, justement par son caractère unique et par son intensité. En passant, Béatrice Laluc, elle a eu la gentillesse de m'autoriser à présenter sa photo qui a été la médaille d'or du concours de photo 2021 cette année. Donc, merci Béatrice. Donc, les incontournables d'une expérience de Compostelle. Là aussi, j'ai essayé de, malgré la singularité de l'expérience, de voir qu'est-ce que tous on est susceptibles de faire face dans l'expérience de Compostelle. D'une part, il y a la lenteur. Il y a peu de monde qui vont à Compostelle en courant. Il y en a qui vont en vélo, mais quand on parle de l'expérience de la marche, il est clair que vivre un chemin de Compostelle, c'est de vivre la lenteur. C'est aussi de vivre la simplicité. Notre maison, notre appartement, c'est devenu notre sac à dos avec l'extension que représentent les lieux où on s'arrête habituellement pour une simple soirée. C'est aussi comme incontournable la présence à soi. La lenteur a ça de bon ou de précieux qu'elle nous donne l'opportunité davantage d'être présent à soi. Dans nos modes de vie accélérés, dans la course, on peut avoir tendance de se perdre et à un moment donné, notre attention est ailleurs. La lenteur nous ramène à soi-même. Un autre incontournable, c'est vraiment la persévérance. Pour être capable de se rendre à destination, il faut pouvoir persévérer. Les rencontres en termes d'autres pèlerins, c'est aussi un incontournable, et aussi la cohabitation avec la nature. Donc, l'expérience de Compostelle, malgré la singularité et le fait que nous vivons tous un camino différent, comporte ces 6 caractéristiques-là. Autre grande caractéristique de cette expérience, on part avec ce qu'on est, avec tout ce que ça peut signifier. On laisse derrière ce qu'on a, ce qui est une invitation à accueillir la simplicité dans son expression. Le chemin est un éveilleur de conscience. Donc ça aussi, c'est vraiment des grandes caractéristiques de l'expérience. Il s'agit d'une profonde expérience de dépouillement. Donc quand on parlait tantôt de simplicité, c'est clair qu'on fait l'objet et on s'insère, on s'inscrit dans un tel exercice de dépouillement. Donc, de partir avec ce qu'on est, c'est particulièrement psychologiquement, émotivement, de tenir compte de ce qu'on a entre les 2 oreilles, au cœur, à l'esprit et à tous les niveaux de notre être, de notre personnalité. Et là, on peut en nommer plusieurs,
les valeurs, les croyances, les connaissances, les compétences, l'expérience, les relations, les comportements, le tempérament, les attitudes, les émotions, les motivations, les attentes, nos forces, nos vulnérabilités et disponibilités. Ça, c'est tout notre sac à dos qui est ailleurs que derrière nous autres. Il est en dedans de nous autres. Il y en a du stock là-dedans. Donc, c'est clair que lorsqu'on part avec ce qu'on est, on part avec beaucoup de choses. Et donc, il faut vraiment que la lenteur se fasse son effet pour être capable d'accueillir les principaux éléments qui sont là-dedans avec lesquels on va avoir à composer et qu'on puisse cheminer à travers notre expérience du chemin. On va porter une attention, je vais porter une attention plus particulière à ceux qui viennent s'allumer en jaune, donc les valeurs, les attitudes, les émotions, les motivations, les attentes, les forces, les vulnérabilités, les disponibilités. Mais les autres sont quand même importants, puis c'est important que dans votre préparation, que vous puissiez aussi les interpeller. Donc, une question fondamentale par rapport à l'expérience de Compostelle, c'est qu'est-ce qui m'a allumé la flamme de vivre Compostelle? Donc, cette petite flamme-là qui s'allume, ça peut être un témoignage, ça peut être un propos, ça peut être une expérience de vie, mais c'est important de pouvoir la circonscrire parce que ce qui a allumé la flamme n'est pas tellement loin de nos motivations d'y aller et du sens qu'on lui accorde. Donc, quel sens que je lui accorde, ça peut être multiple. Donc là, on est vraiment dans la singularité et on n'est pas nécessairement dans un sens qu'on lui donne. On peut accorder à notre expérience plusieurs sens et j'ai souligné actuellement parce qu'il se peut que le sens que vous donnez au fait d'aller pour une première fois ou de retourner sur le chemin ne soit pas le même sens que vous lui accordez en étant sur le chemin ou même le sens que vous lui accorderez lorsque vous reviendrez du chemin. Donc, l'expérience de Compostelle, c'est vraiment quelque chose de très dynamique dont le sens peut vraiment bouger et vraiment se déplacer et se raffiner à travers notre expérience. Donc, un dépassement de soi ou un défi, une rencontre intime avec la nature, une communion avec plus grand que soi, un sens religieux, c'est tous des sens qu'on peut lui accorder. Un cadeau d'étape de vie. Moi, j'ai fait mon premier Camino en 2013 pour me faire le cadeau de mes 60 ans et de mes 35 ans de carrière dans le réseau de la santé. Un profond désir de ralentir, ça faisait partie également au sens que je lui accordais avant de partir. Pour composer avec une crise, une perte ou une transition, une raison de santé, une retrouvaille. Mon Camino de 2015 a été un désir profond de retrouver des pèlerins français qui sont devenus de profonds amis et vers lesquels je suis retourné. Et ce qui est important dans les sens, c'est les 3 petits points en dernier. Dans le sens qu'il peut y en avoir un tas d'autres sens qu'on lui accorde présentement, et c'est important de tenter de les circonscrire. Donc, la question du sens est au cœur de l'expérience de Compostelle. Avant, pendant et après, et souvent pendant plusieurs années après. Le chemin, mon ami Jacques m'a déjà partagé cette petite réflexion simple mais profonde. Le chemin est la recherche d'un itinéraire intérieur. C'est quand même extraordinaire qu'un chemin physique qui amène à compter des kilomètres, à parcourir d'un village à l'autre et à travers les villes, on se rend compte à terme, parfois avant, qu'il est aussi et beaucoup un chemin intérieur. Donc, on part parfois avec le désir de trouver des réponses et on revient peut-être avec des questions. On part souvent avec des questions pour lesquelles on veut des réponses et on revient curieusement des fois avec d'autres questions
ou les mêmes questions pour lesquelles on n'a pas eu de réponse, ou des réponses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, le chemin nous surprend et souvent, vous êtes nombreux, nous sommes nombreux en tout, à faire le constat que souvent le chemin va nous donner comme réponse ce qu'on a besoin à l'étape de vie. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est tout simplement que l'expérience est tellement exigeante sur le plan du dépassement de soi et de la persévérance et de la proximité qu'on développe avec soi-même et avec autrui, que ça ne peut pas faire autrement que d'aller à l'essentiel de notre existence avec les questions des fois qu'on laisse en suspens dans notre boîte à trésors et des fois dans le garde-robe. Quelle force je m'attribue pour croire à ma capacité de la vivre? Moi qui est un prof de psychologie du vieillissement, j'aime souvent comparer l'être humain à sa substance. Et parce qu'on sait qu'on vieillit comme on est. Donc, si on est une personnalité fendante et désagréable à 45, si on ne change pas à 70, on risque juste de l'être un peu plus. Donc, vieillir est une invitation à se modifier, s'ajuster, s'adapter. Donc, il y a des tempéraments qui sont plus rigides, qui peuvent être comparés à du plâtre comme le petit bonhomme qui est là. Mais faire Compostelle est une invitation à aller chercher une substance en soi qui va se manipuler davantage, donc être plus une pâte à modeler plutôt qu'un plâtre qui, lorsqu'il est interpellé, lorsqu'il est frappé, risque plus de casser, alors que le petit bonhomme de pâte à modeler est plus susceptible de pouvoir s'ajuster. Il ne perd pas sa substance, mais il est capable de s'ajuster de par le fait qu'il y a une malléabilité, il y a une flexibilité. Vous avez aussi une mise en forme en termes de flexibilité. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, lancez-vous pas dans l'exercice de le faire à court terme. Elle l'a pratiqué pendant de très, très longtemps. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de faire l'analogie de cette flexibilité physique avec la flexibilité du petit bonhomme de pâte à modeler. Donc, être capable justement d'agir avec souplesse. Et souplesse ne veut pas dire sans rigueur, ça veut dire être capable de se questionner, de se remettre en question et donc d'ajuster notre façon de voir les choses, notre façon d'agir. Y a-t-il des inquiétudes qui m'habitent présentement en 2021? Lesquelles et pourquoi? C'est important de pouvoir les nommer parce que ces inquiétudes-là, ça tire des ficelles. Et au bout des ficelles, il y a des choses qui nous font peur, qui nous font craindre, qui nous rendent anxieux. Donc, c'est important de bien l'identifier. Un élément majeur dans la préparation psychologique, c'est le rapport à soi, mais le rapport au temps. Compte tenu que c'est profondément une expérience de lenteur, il est clair que si on est convié à vivre lentement, c'est important de savoir combien de temps je dispose pour faire mon expérience du chemin. Et tout dépendant du temps que j'ai, de pouvoir choisir le chemin qui correspond au temps dont je dispose, parce que, excusez, c'est pas là que je voulais aller. Oui, c'est là que je voulais aller. Donc, de pouvoir choisir, l'important, on s'en rend compte après avoir vécu une première fois le Compostelle, l'important, ce n'est pas la destination, c'est d'être sur le chemin et d'y être pleinement sans qu'il y ait cette tension-là de « je vais-tu avoir le temps d'y arriver ». Donc, les épreuves possibles derrière la beauté de l'expérience d'un chemin de Compostelle, c'est d'une part une déstabilisation, parce qu'il va y avoir des épreuves. D'une part, c'est la déstabilisation devant le changement d'habitude. Ça peut être en termes de perdre ses points de repère, de son mode de vie, de son identité sociale. Il y en a pour qui de perdre l'identité sociale, c'est quasiment une délivrance, c'est une prise de liberté. Alors que pour d'autres, c'est comme un vide.
sais, de dire que je suis un simple pèlerin. Il y en a pour qui ça peut être anxiogène et c'est tout un processus d'apprentissage, de pouvoir se définir, non pas par ce que je fais dans la vie, mais d'où viens-tu? Où vas-tu? Qui t'a rencontré aujourd'hui? As-tu vécu des difficultés? Donc, je pense que ça l'invite à laisser de côté nos points de repère qui nous ont définis avant de partir. Le chemin est une invitation également à percevoir autrement. Je vous ai fait l'exercice tantôt de percevoir la COVID comme à quelque part une forme de chemin auquel l'expérience nous convie. Donc, c'est une invitation à changer de perspective. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, vous savez ce que c'est. C'est le regard perceptuel que vous avez tous, les 70, sur cette image. Il y a des gens qui vont ne voir que la jeune fille. Il y en a d'autres qui vont ne voir que le profil de la vieille. Lorsque on réussit sur le plan perceptuel à voir les deux, on ne peut plus jamais par après n'en voir qu'une seule. Donc, pour ceux qui ne voient pas les deux, je ne peux pas le pointer. Peux-tu? Oui. Donc, vous voyez mon curseur? Carole, hoche ta tête si tu vois mon curseur. Oui, on le voit. OK. Donc, ça, c'est la bouche de la vieille. Ça, c'est son menton. Ça, c'est son nez. Ça, c'est son œil avec la poche. OK? Et ça, c'est son sourcil de son œil droit. Alors que la jeune fille, ça, c'est son menton. Ça, c'est son collier dans son cou. Et ça, c'est son petit nez. Donc, et ça, c'est son oreille. Donc, dans toute réalité éprouvante, souvent une façon de composer avec l'épreuve, c'est de prendre de s'asseoir, de se poser, de prendre une perspective et de tenter de voir la réalité autrement. Donc, la COVID nous y invite, Compostelle nous y invite. Donc, les caprices également de la météo, je l'ai vécu amplement au printemps 2013, où il y a vraiment plu pendant les 2 premières semaines de mon Camino. C'est vraiment très éprouvant physiquement, mais aussi psychologiquement, émotivement. Les lieux d'inconfort avec la boue, les cailloux, l'asphalte, l'autoroute, les zones industrielles, les dévenus prononcés et répétés. Ce qui est une invitation au regard de ces lieux d'inconfort, et là, il y a des parallèles à faire avec la conduite de nos vies actuelles, c'est que lorsque on est sur le Camino, puis on se dit, ah, moi, tu sais, Santander, là, je vais sortir de là en prenant le bus plutôt qu'en faisant la grande traversée à peu près de 4 km, qui paraît qu'il est bien plate. Aller sur le chemin, c'est d'accueillir tous les aspects du chemin, parce que si on prend sur le chemin que ce qui nous intéresse, il se peut qu'au retour ici, les choses qui ne nous intéressent pas, on ait de la misère à vivre avec. Donc, Compostelle est un exercice d'adaptation à concevoir le chemin pour tout ce qui comporte comme caractéristiques. Donc, les lieux d'inconfort, c'est une des zones d'inconfort. C'est important de convenir de ses limites parce qu'il y a des gens qui seraient horripilés de vraiment vivre certaines situations. Les ronfleurs, entre autres, pour des personnes qui ont déjà un sommeil très léger, puis qui, même avec des bouchons, auraient de la misère à dormir. Vous avez posé la question, quelle stratégie vous allez utiliser pour être capable de passer d'une étape à l'autre tout en étant capable de dormir un nombre d'heures suffisant pour faire votre journée. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que dans les lieux d'inconfort, ce n'est pas rien physiquement. C'est aussi sur le plan relationnel, avec soi et avec autrui. Parce que pour certaines personnes, un inconfort, ça peut être d'être confronté à son propre silence, à la présence à soi-même. D'où certaines personnes qui se sentent incapables de marcher sans avoir quelqu'un à côté d'eux autres, puis de pouvoir parler parce que
ce rapport à soi est peut-être trop confrontant à l'étape où ils sont. Ça peut être également l'intolérance et le jugement rapide dans les relations. Moi-même, j'ai été confronté à cette dimension-là où, dans ma tête, j'ai traité de tous les noms un Italien qui était arrivé en fin de journée tout mouillé, comme moi, je suis arrivé peut-être une demi-heure avant lui, et qui puait. Ça m'a horripilé d'avoir une telle odeur. Et le lendemain matin, ce même homme-là, il avait 3 biscuits et il a donné 2 de ses biscuits, un biscuit à sa conjointe, un biscuit à son ami, et son 3e biscuit, il l'a coupé en 2, il en a pris une partie, puis il m'a donné l'autre partie. Ça a été une grande leçon d'humilité et d'ouverture à dire, Guy, porte pas de jugement. Et d'ailleurs, cet homme-là, après sa douche, puis se laver son linge, il sentait très bon, mais dans ma fatigue à moi, de ma journée pluvieuse et vraiment éprouvante, j'avais eu de la difficulté à l'accueillir. Il y a également cet exemple que j'aime bien donner de ces 2 Italiennes qui marchaient ensemble, que j'ai vues à 2 reprises, 2 journées consécutives. Et la première journée, je les avais suivies. Puis ils parlaient, en fait, ils ne parlaient pas. Une parlait à l'autre sur à peu près 2 heures de marche. Et le lendemain, je me suis rendu compte, j'ai rencontré celle qui écoutait l'autre et je lui demande, qu'est-il arrivé de ton ami? Elle me répond, je n'étais plus capable. Donc, tu sais, c'était vraiment important de pouvoir se respecter là-dedans, puis de s'ouvrir à apporter des ajustements. La confrontation à devoir ralentir, à changer de rythme ou à prendre une pause, c'est vraiment excessivement important. Et là, ce n'est pas rien qu'un enjeu physique, c'est aussi un enjeu psychologique pour être capable de suivre le rythme de l'expérience de la lenteur. Tu sais, des fois, quand on s'arrête pour prendre soin d'enlever ses bottes, d'enlever ses bas, de se masser les pieds, on peut, perdre peut-être des joueurs en route. On peut se dire, ah mon Dieu, je vais-tu arriver à temps? Il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Et ça, c'est un rapport psychologique à soi-même. Le poids que l'on porte. Moi, je me souviens, j'ai rencontré une Américaine sur le Camino del Norte. Elle a marché sous la pluie les 10 premières journées dans la rage, en pleurant. Elle portait en elle la colère qu'elle avait de son conjoint dont elle s'était séparée. Et il n'y avait rien à son épreuve pour faire de cette expérience de marche quotidienne un exercice d'exorcisme quasiment, de libérer cette tension, cette pression qui s'était accumulée. Et c'est une femme qui avait fait une profonde dépression, qui prenait des antidépresseurs. Et je l'ai rencontrée à San Diego, donc 30 jours plus tard. Et c'est une femme qui avait modifié sa relation avec ses antidépresseurs et qui était fondamentalement apaisée de toute la souffrance qu'elle portait en début de son camino. Le besoin de s'arrêter prématurément. Tu sais, sur le plan de la fierté, là, il n'y a pas plus grande fierté de pouvoir dire « je me suis écouté avec ce que je porte comme limite et comme vulnérabilité ». Quelqu'un qui est obligé d'arrêter prématurément son expérience du chemin, ce n'est pas un échec, c'est une expérience constructive d'avoir été confronté à nos limites et pour X nombre de raisons qu'on n'a pas pu achever. Donc, c'est important de nourrir de la bienveillance à son égard. Tu sais, quand on part sur Compostelle, et juste une parenthèse, on a conduit des ateliers du retour spécifiquement pour des gens qui avaient vécu difficilement leur camino. Et ce 2e atelier-là qu'on a conduit,
on s'est rendu compte que les 4 participants avaient tenté de vivre leur expérience de Compostelle au rythme de leur mode de vie ici. Ils se sont tous les 4 blessés. Donc, c'est puis pas banal, là, vraiment de manière importante. Donc, puis malgré le fait qu'ils avaient été obligés d'interrompre leur expérience, avec le recul, ils ont été capables de constater que ça avait été vraiment un apprentissage vraiment très constructif pour eux de vivre cet arrêt de leur chemin. Le manque ou la contrainte de temps, donc, comme je vous mentionnais tantôt, l'expérience de la lenteur, c'est une confrontation majeure avec vous-même et avec le temps. Et j'aime bien dire de ne laisser jamais le temps devenir une épreuve. Donc, c'est pas peu dire sur la place que devrait occuper le temps dans la planification de votre expérience. Il vaut mieux partir 2 semaines, 3 semaines entre 2 distances rétrécies que de dire « Ah, moi, il faut absolument que je me rende à telle place, puis j'aimerais bien partir de telle autre place. » Les oublis, les pertes. Joseph, mon ami Joseph, il a perdu son chapeau de pèlerin après 1250 km en partant du Puy-en-Velay à San Diego, autour de la fontaine. Il s'est fait voler son je pense qu'il se l'est fait voler parce qu'on ne pouvait pas le perdre, il était à côté de lui, mais à un moment donné, il y a du monde qui ont passé, il l'a perdu. Et Joseph a pris quelque temps pour être capable de se rendre compte que le deuil qu'il avait à faire de son chapeau, parce que son chapeau était devenu une identité de ce qu'il était comme pèlerin, il s'est rendu compte dans le processus de deuil de l'importance d'intérioriser son expérience et que ce qu'il portait comme symbolique à son chapeau, il y avait quelque chose en lui qui avait pris racine et sur lequel il devait porter son attention. Donc, on va s'arrêter quelques minutes ici, une question de vous dégourdir, d'aller à la toilette, puis après, on va aborder les bénéfices et ça sur quoi on devrait porter notre attention. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros. Je vais arrêter le partage, de reprendre tantôt. Donc, dégourdissez-vous un peu. Donc, je vais poursuivre. Donc, vous êtes prêts? On est prêt. Vous êtes prêts? On repart. On poursuit, on continue. Prochaine étape. Donc, dans la préparation psychologique, c'est intéressant, c'est même important de pouvoir tenter de circonscrire les bénéfices potentiels qu'on peut vivre dans l'expérience de Compostelle. Et à cet égard-là, il y a Denis, quand... OK, c'est bon. Donc, le premier bénéfice, c'est d'être capable de faire la démonstration dans la conduite de notre quotidien de les 3 valeurs de l'Association du Québec à Compostelle qui sont vraiment les phares PHARE de la préparation, de l'expérience du chemin et de notre retour. L'expérience de Compostelle est une expérience d'ouverture. C'est une expérience de simplicité, comme on a mentionné tantôt. Et c'est une expérience également de générosité. Générosité sur le plan de la disponibilité, de l'entraide entre pèlerins, également au niveau de toute cette confrérie rassemblée le soir venu aux auberges. Je vous dirais là, que mon chemin de 2013 sur le Del Norte Previtivo a été pour moi, je le qualifie comme étant un chemin de gratitude. Pourquoi? Parce qu'il a été très généreux pour moi. Et cette générosité-là dont j'ai bénéficié, j'ai voulu aussi, à mon tour, pouvoir la partager
Et c'est pour ça que je me suis impliqué comme bénévole à l'association et ça déteint également dans d'autres sphères de ma vie. Donc, l'autre bénéfice, c'est la présence à l'instant. Ralentir est le seul moyen de pouvoir être présent à soi. Ultimement, là, ralentir, ça veut dire s'arrêter. Donc, quand on commence à avoir mal au tendon, quand on a mal en dessous du pied, ralentir, des fois, ce n'est pas suffisant. Il faut s'asseoir sur le prochain banc, voir qu'est-ce qu'il y en est, puis d'être capable de prendre acte de ce qu'on a et d'en prendre soin. Et de prendre soin de son pied, c'est de prendre soin de soi, de son âme, de son cœur, de son esprit, de ses motivations. Donc, la présence à l'instant, pas à pas, c'est vraiment à nourrir au quotidien et à l'instant. Aller sans voir devant invite à être où on est. J'ai vécu souvent la brume le matin sur le Del Norte Primitivo et je ne suis pas le seul à adorer ces instants où, à un moment donné, l'horizon est vraiment se situe à 3 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres et on se sent comme encapsulé dans cet univers, nous invitait davantage à être justement ici et maintenant. Être ici et maintenant, c'est d'être capable de voir la limace qui passe juste devant soi. Pas rien de la voir, mais aussi avoir l'émerveillement puis de dire « Wow, elle est belle, je vais la prendre en photo ». Mais c'est aussi, comme tantôt je disais, c'est d'accueillir ces lieux-là qui font partie du chemin, parce que ça aussi, ça fait partie de l'expérience. Et ce n'est pas toujours jojo en termes d'environnement qu'on se trouve à traverser, mais il faut développer une forme de disposition intérieure qui nous rend pas imperméables, mais qui nous rend ouverts à dire « ça va passer ». On est en COVID, là. On n'a pas arrêté de dire « ça va bien aller ». Moi, j'ai tendance à dire depuis un certain temps, au lieu de dire « ça va bien aller », qui est de l'ordre de l'espérance, j'ai tendance à dire « faisons-nous du bien ». Parce que ça, on a du pouvoir d'agir à l'instant. Être présent à l'instant, c'est de se faire du bien. L'émerveillement, l'enthousiasme et l'attention à l'essentiel. L'essentiel, c'est la présence devant un environnement inspirant, c'est la retrouvaille ou le maintien de liens avec des amis jusqu'à Mouchia. Marty et Kata, on les avait perdus de vue avant même d'arriver à San Diego. Et par miracle, dans la dernière heure à laquelle on était à Mouchia et qu'on s'apprêtait à retourner à San Diego, on voit apparaître Kata et Marty. Rencontre miraculeuse, dont seul le chemin est capable de nous offrir. La flexibilité et la légèreté intérieure qui vont à la rencontre de l'autre. Je trouve ça intéressant, toutes ces mains-là qui remplacent le cerveau et qui dégagent une forme de... C'est très organique, donc c'est très humain, mais c'est aussi très chaleureux parce que tous les mains se tiennent. Donc, on devrait faire de cette expérience-là, des fois qu'on a tendance à trop intellectualiser ou à mettre trop de mots, d'en faire une expérience vraiment très organique, très ressentie, très émotive, parce que c'est par là que le cœur se trouve à passer. Donc, l'hospitalité et l'humanisme des aubergistes, je pourrais remplacer cette photo-là de sur le chemin d'Arles, de Christine et de Marco, par des milliers d'autres aubergistes qui assument cette fonction d'accueil et de bienveillance comme hospitalier. C'est vraiment une grande richesse sur l'expérience du chemin. La richesse, c'est également des partages entre pèlerins le soir venu au souper et même en finissant le dessert, ça se poursuit bien après. La solidarité et la bienveillance ici où un Japonais
Ça maintient le stéréotype. Les Japonais, ça vient de là initialement, les bons appareils photo. Qui de mieux qu'un Japonais pour être capable de montrer à Michel comment utiliser sa Nikon? Mais il n'a pas demandé. C'est lui qui s'est approché, puis il voyait qu'il était un petit peu embêté par rapport à certaines fonctions de son appareil et il s'est offert avec bienveillance et d'une grande solidarité. Les états de grâce dans des portions d'éternité. Un des gros avantages, non pas à ralentir, mais à s'arrêter, c'est de modifier le rapport au temps où on n'est plus dans le temps. On est tellement dans l'instant présent qu'on habite le paysage dans lequel on est. On fait partie du paysage. Moi, sur ce chemin, vous voyez à droite un chemin de boue. Pas debout, moi j'étais debout, mais lui debout, vraiment de la boue. Et lorsque je marchais dans ce chemin-là, j'étais épuisé, fatigué. Si j'avais continué à marcher en portant mon attention sur le fait que le chemin était boueux, j'aurais jamais vu qu'est-ce qui était derrière moi en m'arrêtant, en me revirant de bord, puis en regardant la beauté du ciel qui était là. Donc, là aussi, c'est important de changer de perspective, de voir un ciel lumineux comme celui-là m'a aidé à être capable de continuer mon chemin sur la boue. Se ralentir, se sentir léger, s'émerveiller change fondamentalement notre rapport au temps et à soi. L'accomplissement personnel, c'est aussi excessivement important. Donc, en termes de se dire, wow, ça m'a vraiment donné une bonne confiance en moi, de dire, j'ai fait mon expérience du chemin, de se rendre compte que c'était quand même plus sécuritaire que je pensais. Et chez des femmes qui se posent souvent la question, oui, mais pour une femme seule, qu'est-ce que ça a l'air l'expérience de Compostelle? On se rend compte que sur les principaux chemins de Compostelle, les témoignages qu'on entend, c'est qu'il n'y a vraiment pas de problème, c'est vraiment une solidarité qui se manifeste auprès des personnes qui sont seules. Donc, en termes de connaissance de soi, en termes d'estime de soi, c'est vraiment des bénéfices. La gratitude et le désir de redonner au suivant, j'en parlais tantôt en termes d'offrir son temps, ses énergies, ses intérêts pour une cause commune. On sait dans la COVID présentement qu'on trouve des réactions de grand individualisme, de grands individualismes. On rencontre des expériences de profonde solidarité, en ne parlant qu'au monsieur qui a tout dégagé les automobiles des 150 personnels infirmiers de l'hôpital Saint-Jérôme. Ça illustre le fait que lorsqu'on est confronté à des épreuves, on est invité parfois à donner le meilleur de soi-même. Donc, le dernier point, ce sur quoi je devrais porter mon attention sur un chemin de Compostelle, d'une part, aller à mon rythme et non à celui des autres. Pour ceux et celles qui veulent partir avec une amie, un enfant, un garçon, une fille de notre fratrie, ou qui veulent partir avec un conjoint, donnez-vous la liberté, la flexibilité de pouvoir vivre l'expérience chacun, chacune à votre rythme. Plus vous allez trouver votre rythme dans votre expérience, plus vous allez en retirer des bénéfices et en minimiser les inconvénients sur le plan de ne pas s'être respecté dans le fait qu'à un moment donné, le corps a parlé, on ne l'a pas écouté, puis on se retrouve avec des tendinites, des ampoules ou d'autres problèmes au niveau des genoux ou des chevilles. Être à l'écoute de son corps, donc, comme je viens de mentionner, mais aussi de son cœur. Le cœur sur le plan du ressenti. Donc, d'être capable d'aller vers soi, d'aller vers autrui et de reconnaître que dans tout ce qu'on porte de force et de vulnérabilité, il y a là un terreau fertile pour être capable de vivre des expériences très riches de sens qui vont demeurer
inoubliable jusqu'à la fin de nos jours. Maintenir mon attention à accueillir l'imprévu et l'inconnu. La COVID nous y invite. Compostelle, on est en plein dans l'imprévu. Donc, il y a des gens qui ont ce souci, ce besoin de vraiment tenter de planifier toutes leurs étapes, de réserver d'avance. Si vous avez l'opportunité de vivre l'expérience sans trop faire ce genre de réservation-là, vous allez être d'autant plus positionné et disposé pour être capable de le vivre à votre rythme et à votre manière. Marchez simplement vers la prochaine auberge. Moi, en 2013, on me posait la question, bien sûr, que l'on pose à tous. Quelle date que tu prévois d'arriver à Compostelle? Jusqu'où tu as le goût d'aller? Et je répondais tout le temps, je m'en vais à tel village pour me coucher. Je redonnais la réponse de ma prochaine étape, de mon prochain arrêt, parce qu'au fond de moi-même, je n'avais aucune espèce de conviction d'être capable de me rendre à San Diego. Je m'étais dit, vis un jour à la fois, et en vivant un jour à la fois, tu verras ce qui arrivera. Et je me suis rendu à San Diego, et ce n'est peut-être qu'à peu près après le Primitivo, que là, j'ai commencé à penser qu'effectivement, j'allais me rendre à San Diego. Vous l'avez vu, cette photo-là, l'an passé, elle a fait vraiment le tabac dans les médias sociaux. Ne pas être envahi par la destination. Donc, ça peut être très tentant lorsqu'on était habité par la symbolique mystique du chemin de Compostelle, de vivre cette expérience-là, d'arriver devant la cathédrale. Moi, personnellement, quand j'y suis arrivé en 2013, je ne peux pas dire que ça a été l'enthousiasme fou. Ce qui a été l'enthousiasme très grand, ça a été les retrouvailles d'autres personnes au coup on s'était manqué ou perdu de vue depuis quelques jours ou même quelques semaines. Mais je me rendais compte en arrivant à Compostelle qu'il y avait quelque chose de précieux qui était derrière moi. Et il y a des gens qui prennent conscience de ce caractère-là. Il y en a en arrivant à San Diego qui vont accélérer le pas pour se rendre à la basilique. Il y en a d'autres qui vont ralentir avant même d'arriver à San Diego parce qu'ils veulent faire durer le plaisir d'être sur le chemin. Et quand on parle de force symbolique, de forte énergie, on sait qu'à Fistera et à Mouchia, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la réflexion profonde de ce que représente l'expérience du chemin, de ce qu'on porte en soi et de ce qu'on a le goût de perpétuer. Il y a un proverbe en galice qui dit « Tout meurt à Finistère et tout renaît à Mouchia ». C'est vraiment une très belle réflexion de ce que devrait être la suite de Compostelle. Et c'est pour ça qu'on fait des ateliers du retour et c'est pour ça qu'on a commencé des ateliers d'intégration. C'est que c'est tellement précieux ce qu'on a vécu sur le chemin qu'à quelque part, c'est important qu'on fasse un wrap-up de ça, qu'on soit capable de bien circonscrire les gains acquis et d'être capable de voir dans la conduite quotidienne de notre vie la place qu'occupe le chemin. Personnellement, j'ai l'intention de retourner sur le chemin. Je projette d'y aller en 2023 pour honorer la mort de pour honorer la vie de mon père qui est mort à 70 ans et que j'ai l'intention de retourner sur le chemin pour l'honorer lorsque je vais avoir mes propres 70 ans. Je vous invite également, il ne faut pas se rendre jusque-là. Donc, c'est une figure de style un peu humoristique. Il n'y a personne qui se rend là. Je pense qu'ils ont probablement fait exprès pour prendre la photo.
mais en même temps, c'est une symbolique importante, puis c'est important de ne pas, lorsqu'on commence à sentir des contraintes et des limites, il ne faut pas les accumuler, il faut les gérer. Donc, prendre le temps et les moyens de bien revenir à la maison. Vous connaissez tous Jean-Christophe Ruffin. Il ressemblait à ça à la fin de son Camino, au point où sa conjointe ne le reconnaissait pas. Donc, il s'est fait prendre au piège pour écrire l'immortelle randonnée. Il a relaté cette transformation-là qu'il ne pensait pas pensable et pour se rendre compte qu'il avait vécu quelque chose de l'ordre intérieur et ce qu'il a fait comme exercice après être revenu de Compostelle, c'est qu'il a fait en sorte que Compostelle soit en lui, soit donc en soi-même. Donc, voici la capture d'écran que si vous êtes devant votre clavier, que vous pouvez prendre comme capture. Vous pouvez la prendre en photo ou en capture d'écran